Un homme puissant, condamné par les médecins, décide d'avancer vers la fin avec la dignité de ceux qui n'attendent plus rien. Mais en croisant une enfant affamée et invisible, sa mort cède la place à une renaissance improbable. Chaque geste de la fillette guérissait ses douleurs invisibles, tandis qu'il lui apprenait que l'appartenance ne dépend pas du passé. Et maintenant, il ne se bat plus pour sa propre vie, mais pour assurer l'avenir de l'enfant. Si vous aimez les bonnes histoires, veuillez vous abonner à notre chaîne et indiquer d'où vous venez. On continue. Les couloirs de l'hôpital Saint-Antoine résonnaient d'un silence glacial, tandis que Philippe Duchamp, 57 ans, quittait le bureau du professeur Lemaire. Le diagnostic était tombé comme un coup près. Quelques semaines, peut-être 2 mois. L'ironie du sort n'échappait pas à cet homme qui avait bâti l'un des plus grands empires immobiliers de Paris. Lui qui possédait tant de bâtiments n'aurait bientôt plus besoin que de quelques mètres carrés. Monsieur Duchamp, nous pouvons vous proposer des soins palliatifs. Avait suggéré le médecin avec cette compassion professionnelle qu'il devait réserver à tous ses patients condamnés. Je refuse. Je rentrerai chez moi, avait-il répondu sans hésitation. Philippe n'avait jamais été homme à s'apitoyer sur son sort. Orphelin très jeune, il s'était construit seul, pierre après pierre, contrat après contrat. Des décennies à bâtir un empire sans jamais prendre le temps de construire une famille. Pas d'épouse, pas d'enfant, pas de frère ni de sœur. Sa solitude, jadis choisie au nom de l'ambition, lui apparaissait maintenant comme une vaste plaine désertique qu'il lui faudrait traverser pour son dernier voyage. En sortant de l'hôpital, au lieu de héler un taxi pour regagner son appartement haussmannien du 16e arrondissement, Philippe se mit à marcher, d'abord sans but, puis comme poussé par une force invisible, il quitta les quartiers élégants de la capitale pour s'enfoncer dans des rues moins familières. Le printemps parisien offrait une journée exceptionnellement douce. Philippe marchait depuis plus d'1 heure lorsqu'il atteignit Belleville. Ce quartier populaire, mélange de cultures et de vies entremêlées, contrastait violemment avec l'univers aseptisé dans lequel il évoluait habituellement. Les odeurs d'épices, les devantures colorées des commerces, les conversations animées aux terrasses des cafés, tout ici respirait la vie. Quelle ironie, pensa-t-il, de ne découvrir cette vitalité qu'au moment où la sienne s'éteignait. Il s'arrêta près d'un petit square, où quelques enfants jouaient sous la surveillance distraite de leurs parents. Sur un banc écaillé à l'écart, une petite silhouette attira son attention. Une fillette d'environ 8 ans, les cheveux emmêlés, vêtue d'habits élimés, regardait avec envie les autres enfants sans oser les rejoindre. Philippe s'assit à l'autre extrémité du banc, fatigué par sa longue marche. La fillette lui jeta un regard méfiant avant de replonger dans sa contemplation silencieuse. Quelque chose dans son attitude, ce mélange de dignité et de vulnérabilité, lui rappela sa propre enfance. « Tu n'as pas envie d'aller jouer avec eux ?» demanda-t-il doucement. Elle haussa les épaules sans répondre. « Je m'appelle Philippe, et toi ?» Après un long silence, elle murmura « Manon. »« Tu es seule ici, Manon. » La petite fille hocha la tête, puis sembla se raviser. « Je sais me débrouiller. J'en suis certain. Mais où sont tes parents ? J'en ai pas. » Ces 3 mots, prononcés avec une simplicité désarmante, réveillèrent en Philippe un sentiment qu'il croyait disparu depuis longtemps, l'empathie. « Tu as faim ?» demanda-t-il. Elle acquiesça timidement. Philippe l'emmena dans une boulangerie proche où elle dévora un sandwich comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours. Ce qui était probablement le cas, réalisa-t-il en observant sa maigreur. Pendant qu'elle mangeait, il apprit qu'elle vivait tantôt dans la rue, tantôt chez des connaissances qui l'hébergeaient temporairement. Des amis dont elle parlait avec une réticence qui éveilla ses soupçons. Et les services de sociaux? L'école? Je me cache, répondit-elle simplement. Philippe comprit qu'il ne tirerait pas davantage d'informations pour l'instant. Un sentiment d'urgence l'envahit soudain. Lui qui avait toujours vécu dans un monde où tout pouvait s'acheter, se retrouvait face à cet enfant pour qui l'argent ne signifiait rien. Ce dont elle avait besoin, c'était d'un foyer, d'une présence. Était-ce la perspective de sa fin prochaine qui lui faisait perdre la raison? Ou au contraire, était-ce la première décision sensée de son existence? « Manon, j'ai une grande maison avec beaucoup de chambres vides. Tu pourrais venir y habiter si tu veux. » La fillette le dévisagea avec méfiance. « Pourquoi? Vous feriez ça? »« Parce que j'ai besoin de compagnie, » répondit-il, surpris par sa propre sincérité.
Elle sembla réfléchir intensément, pesant le pour et le contre avec une maturité déconcertante pour son âge. « Juste pour cette nuit », concéda-t-elle finalement. Sur le chemin du retour, Philippe réalisa l'incongruité de la situation. Lui, Philippe Duchamp, PDG de Duchamp Immobilier, ramenant une enfant des rues dans son appartement du Triangle, d'or parisien. Son avocat aurait une attaque. Sa gouvernante, Madame Leroy, allait certainement démissionner sur le champ. Pourtant, pour la première fois depuis l'annonce du médecin, il se sentait vivant. L'arrivée à son domicile fut aussi théâtrale qu'il l'avait imaginé. Madame Leroy, austère quinquagénaire qui gérait sa maison depuis 2 décennies, faillit laisser tomber le plateau d'argent qu'elle tenait à la vue de Manon. « Monsieur, qui est cet enfant ?» balbutia-t-elle. « Ma nouvelle invitée. »« Madame Leroy, préparez la chambre bleue, je vous prie, et un bain, et peut-être pourriez-vous trouver des vêtements. »« Des vêtements d'enfant, monsieur. Où voulez-vous que je trouve cela ?»« Débrouillez-vous, Madame Leroy. N'est-ce pas ce pourquoi je vous paie si généreusement ?» La gouvernante pinça les lèvres, mais s'exécuta sans plus de commentaires. Manon, les yeux écarquillés, contemplait le vaste appartement aux moulures dorées, aux tableaux de maître et aux tapis persans. Philippe se rendit compte qu'il n'avait jamais vraiment regardé son intérieur à travers les yeux d'un autre. Ce luxe ostentatoire lui sembla soudain vulgaire, dénué de chaleur. « C'est vraiment chez vous tout ça ?» demanda Manon, touchant délicatement une console Empire. « Oui, trop grand pour une seule personne, n'est-ce pas ? On pourrait y faire vivre 10 familles du quartier, observa-t-elle avec une franchise désarmante. Philippe sourit. Cet enfant des rues possédait une sagesse que bien des adultes de son milieu avaient perdue. Après un bain dont elle ressortit métamorphosée, vêtue d'une chemise de Philippe qui lui servait de robe de chambre, Manon s'émerveilla devant le repas que Madame Leroy avait préparé à contre-cœur. « Vous mangez comme ça tous les jours ?»« En général, je dîne seul dans mon bureau en travaillant, » admit Philippe. Cette nuit-là, tandis que Manon dormait dans des draps de clin égyptien probablement pour la première fois de sa vie, Philippe resta éveillé. Une idée folle germait dans son esprit. Une idée qui défierait toutes les conventions, tous les principes qui avaient guidé son existence jusqu'ici. Le lendemain matin, lorsque Manon descendit dans la salle à manger, les cheveux encore humides et portant une robe achetée en urgence par Madame Leroy, Philippe avait pris sa décision. « Manon, j'ai une proposition à te faire », commença-t-il en lui servant un chocolat chaud. « Je sais que tu as dit « juste pour une nuit », mais que « dirais-tu de rester plus longtemps ?» La fillette le regarda avec suspicion. Pourquoi ? Philippe hésita. Comment expliquer à une enfant de 8 ans qu'il cherchait un sens à ses derniers jours ? Comment lui dire qu'il cherchait quelqu'un à qui léguer non seulement sa fortune, mais aussi les rêves qu'il n'avait pas eu le temps de réaliser ? « Parce que cette maison est trop grande pour moi seul, » répondit-il simplement. « Et parce que j'aimerais avoir une héritière. » « C'est quoi, une héritière ? Quelqu'un qui reçoit ce que vous laissez derrière. Vous ? Quelqu'un qui continue votre histoire. » Manon sembla réfléchir profondément à cette idée. Puis, avec la simplicité de l'enfance, elle demanda « Je pourrais avoir d'autres chocolats chauds comme celui-là. » Philippe éclata de rire, un son qui n'avait pas résonné entre ses murs depuis des années. « Autant que tu voudras, Manon. Autant que tu voudras. » Les jours suivants furent marqués par une adaptation mutuelle qui étonna Philippe autant que Manon. La petite fille, d'abord sur ses gardes, commençait à s'épanouir dans cet environnement stable. Quant à Philippe, il découvrait un monde qu'il n'avait jamais pris le temps d'explorer, celui de l'enfance. Les premiers appels téléphoniques furent pour son avocat, maître Martin, et son médecin, le professeur Lemaire. Au premier, il expliqua sa situation et sa volonté de régulariser la présence de Manon chez lui. Au second, il demanda un report de ses examens complémentaires. « Je me sens étrangement bien », confia-t-il au médecin. « Monsieur Duchamp, votre condition ne s'améliorera pas par la simple force de votre volonté, » répondit le professeur avec une pointe d'agacement. « Peut-être pas, mais je préfère profiter du temps qu'il me reste plutôt que de le passer dans vos couloirs aseptisés. » Cette conversation terminée, Philippe s'attela à transformer son appartement en un lieu accueillant pour une enfant. Une chambre fut entièrement redécorée selon les goûts de Manon, du moins, ce qu'il croyait être ses goûts. Le résultat était un curieux mélange entre la vision stéréotypée d'une chambre de petite fille
et l'esthétique minimaliste que Philippe affectionnait. « C'est rose », commenta Manon lorsqu'il lui fit visiter l'espace. « Tu n'aimes pas le rose. Je préfère le bleu ou le vert, comme les arbres. » Philippe se sentit idiot. « Bien. » Sûr, cet enfant qui avait passé tant de temps dehors préférait les couleurs de la nature. « Nous changerons tout, » promit-il immédiatement. « Non, » protesta Manon. « C'est déjà bien mieux qu'avant. » Ce « qu'avant » laissait entrevoir des abîmes que Philippe n'osait pas encore explorer. Manon parlait peu de son passé, se contentant de profiter du présent avec une intensité qui le bouleversait. Un matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner, une routine que Philippe savourait désormais, Manon posa la question qu'il redoutait. « Tu es malade, n'est-ce pas ?» La tasse de café s'immobilisa à mi-chemin de ses lèvres. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Tu prends beaucoup de médicaments, et parfois tu es très pâle, et tu as des appels avec le docteur. » Philippe sourit tristement. Rien n'échappait à cet enfant. « Oui, je suis malade, mais ne t'inquiète pas pour ça. »« C'est grave ?» Il hésita. Mentir à cette petite fille qui avait déjà dû affronter tant de vérités cruelles lui semblait indigne. « Assez, oui, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. » Manon hocha la tête, absorbant cette information avec un calme qui le surprit. « Ma maman aussi était malade, » dit-elle simplement, avant de retourner à ses céréales. Ce fut la première fois qu'elle mentionna sa mère. Philippe n'insista pas, comprenant que les confidences de Manon viendraient à leur rythme. Ce jour-là, il décida d'emmener Manon au jardin du Luxembourg, une sortie ordinaire pour tant de familles parisiennes, mais qui représentait pour eux une aventure extraordinaire. Philippe réalisa qu'il n'avait pas mis les pieds dans ce parc depuis son adolescence, malgré sa proximité avec son domicile. Manon s'émerveilla devant le bassin où naviguaient des petits voiliers dirigés par des enfants armés de longues perches. « Je peux essayer ?» demanda-t-elle timidement. « Bien sûr. » Il loua un voilier et observa Manon qui, après quelques tentatives maladroites, parvint à manœuvrer l'embarcation avec une dextérité surprenante, son visage concentré, puis triomphant lorsque le bateau obéissait à ses commandes, était un spectacle dont Philippe ne se lassait pas. Une femme d'un certain âge, assise sur un banc voisin, lui sourit. « Votre fille est adorable. Quel âge a-t-elle » Philippe fut pris au dépourvu. « 8 ans. » répondit-il machinalement sans corriger la méprise. « C'est un âge merveilleux. Profitez-en. Ils grandissent si vite. » Ces mots résonnèrent en lui avec une intensité inattendue. Profiter du temps présent, n'était-ce pas justement ce qu'il avait négligé toute sa vie? Toujours à courir après le prochain contrat, le prochain projet, la prochaine acquisition. Et maintenant que son temps était compté, il découvrait la valeur de ces moments simples. En rentrant, ils passèrent devant une école primaire où les enfants sortaient en trombe, cartable sur le dos et rires aux lèvres. « Tu n'es jamais... »« Allez à l'école, Manon !» Elle haussa les épaules. « Un peu, pas souvent. » Cette réponse évasive confirma ce que Philippe soupçonnait. L'éducation de Manon avait été aussi chaotique que le reste de sa vie. Cette nuit-là, il passa plusieurs heures à rechercher des écoles privées qui pourraient accueillir Manon en cours d'année. Il trouva finalement un établissement réputé pour son approche personnalisée, capable de s'adapter aux élèves ayant connu des parcours atypiques. Mais pour inscrire Manon, il lui fallait d'abord établir un lien légal avec elle, ce qui le ramenait au problème initial. Qui était Manon? D'où venait-elle exactement? Avait-elle encore de la famille quelque part? Lorsqu'il lui posa ces questions, avec toute la délicatesse possible, Manon se referma comme une huître. « Si je te dis, tu vas me renvoyer là-bas, » murmura-t-elle, les yeux remplis de terreur. « Jamais, » promit Philippe. « Je veux juste t'aider, pour que tu puisses aller à l'école, pour que tu aies une vraie maison. » Progressivement, au fil des jours, Manon commença à se confier. Par bribes, par allusion. Sa mère était décédée 2 ans auparavant. Son père, elle ne l'avait jamais connu. Elle avait été confiée à une tante qui la maltraitait et qu'elle avait fui. Elle disait que j'étais un fardeau, expliqua Manon, que l'argent qu'on lui donnait pour s'occuper de moi n'était pas suffisant. Quel argent? S'étonna Philippe. Je sais pas. Elle parlait d'une compensation. Cette information intrigua Philippe, qui la nota mentalement pour en parler à son avocat. Un soir, alors qu'il lisait une histoire à Manon, un rituel,
qu'ils avaient instauré et que tous deux chérissaient, la petite fille s'endormit au milieu du récit. Philippe la contempla longuement, émerveillé par la confiance totale qu'exprimait son visage endormi. Une bouffée d'émotion l'envahit, si puissante qu'elle lui coupa le souffle. Était-ce cela, l'amour paternel? Ce besoin viscéral de protéger, cette joie profonde devant chaque progrès, chaque sourire? Le lendemain matin, Philippe se réveilla avec une énergie qu'il n'avait pas ressentie depuis l'annonce de sa maladie. Il prépara lui-même le petit déjeuner, au grand étonnement de Madame Leroy qui, depuis l'arrivée de Manon, s'était radoucie et montrait même des signes d'affection envers la petite fille. « Nous allons faire une promenade en forêt aujourd'hui », annonça-t-il à Manon. « Une vraie forêt, avec des grands arbres? La forêt de Fontainebleau. On dit que c'est l'une des plus belles de France. » La journée fut magique. Loin du tumulte parisien, ils marchèrent pendant des heures, Manon s'extasiant devant chaque fleur, chaque papillon, chaque rayon de soleil filtrant à travers les feuillages. Philippe, qui n'avait jamais été un grand amateur de nature, redécouvrait le monde à travers les yeux émerveillés de l'enfant. « C'est comme dans les livres », murmura Manon, caressant l'écorce rugueuse d'un chêne centenaire. En fin d'après-midi, épuisés mais heureux, ils s'arrêtèrent dans une auberge de campagne où on leur servit une tarte aux pommes encore chaude. Manon la dévora avec un enthousiasme qui fit sourire la patronne. « Votre fille a bon appétit, monsieur », remarqua-t-elle en resservant une part à Manon. Cette fois, Philippe ne corrigea pas. Il se surprit même à répondre avec fierté « Elle découvre les plaisirs simples de la vie ». Sur le chemin du retour, Manon s'endormit dans la voiture. Philippe conduisait lentement, savourant ce moment de paix. Son téléphone vibra dans sa poche, probablement un appel de son bureau qu'il négligeait de plus en plus. Pour la première fois de sa carrière, il ignora délibérément une notification professionnelle. En portant Manon endormie jusqu'à son lit, Philippe fut frappé par sa légèreté. Malgré les repas réguliers et abondants des dernières semaines, elle restait fragile mais résiliente, comme une jeune pousse qui parvient à percer l'asphalte pour s'élever vers la lumière. « Bonne nuit, ma petite héritière », chuchota-t-il en déposant un baiser sur son front. Ce soir-là, Philippe appela Maître Martin pour lui donner des instructions précises, entamer des démarches pour obtenir la garde légale de Manon et enquêter sur cette mystérieuse compensation mentionnée par la tante. Vous réalisez que c'est extrêmement complexe, monsieur Duchamp, sans certificat de naissance, sans documents officiels. Trouvez une solution, Martin, c'est pour cela que je vous paie. En raccrochant, Philippe fut pris d'une quinte de toux violente, qui lui rappela brutalement sa condition. Il avait presque oublié ces derniers jours que son temps était compté, presque oublié que ce bonheur nouveau et fragile qu'il construisait avec Manon était menacé par l'échéance implacable de sa maladie. Cette nuit-là, allongé dans son lit, Philippe prit une décision. Il appellerait le professeur Lemaire dès le lendemain. Il suivrait ce traitement expérimental que le médecin avait évoqué et qu'il avait d'abord rejeté. Non pour lui-même, il avait vécu sa vie, mais pour Manon, qui avait besoin de stabilité, de continuité. Pour la première fois depuis longtemps, Philippe Duchamp se mit à espérer. Le rendez-vous avec le professeur Lemaire était fixé à 8 heures du matin. Philippe, qui avait déposé Manon chez Madame Leroy pour la journée, attendait dans la salle d'attente aseptisée de l'hôpital Saint-Antoine, feuilletant distraitement un magazine sans en voir le contenu. Monsieur Duchamp, l'assistant du professeur, l'invita à entrer dans le bureau. Lemaire, un homme d'une 60aine d'années au regard perçant, l'accueillit avec une surprise mal dissimulée. « Je ne m'attendais pas à vous revoir, monsieur Duchamp. Vous semblez différent. » Philippe sourit intérieurement. Différent, oui, il se sentait différent. Ces dernières semaines avec Manon avaient opéré en lui une transformation profonde. « Je viens vous parler de ce traitement expérimental. » Annonça-t-il sans préambule. Le professeur haussa les sourcils. « Celui que vous avez catégoriquement refusé. Les circonstances ont changé. Les circonstances, peut-être, pas votre état de santé. » Philippe soutint son « Regard, vous en êtes certain? Quand m'avez-vous examiné pour la dernière fois ?» Le maire parut décontenancé. « Vous suggérez une amélioration ?»« Je ne suggère rien. Je constate simplement que les quintes de toux ont diminué, que mes douleurs sont plus supportables, que je dors mieux. » Le médecin plissa les yeux, sceptique.
Ce sont des variations normales dans l'évolution de votre pathologie, des périodes de rémission temporaire. Examinez-moi, insista Philippe. Faites tous les tests que vous jugerez nécessaires. Et si, comme vous le pensez, rien n'a changé, alors nous discuterons de ce traitement expérimental. Ce qui suivit fut une longue série d'examens, de prises de sang, de scanners. Philippe s'y soumit avec une patience qui surprit le personnel médical habitué à son impatience légendaire. À chaque pause entre deux tests, il vérifiait son téléphone, espérant un message de Madame Leroy qui lui donnerait des nouvelles de Manon. En fin d'après-midi, épuisé mais déterminé, il fut reconduit dans le bureau du professeur Lemaire. Ce dernier l'attendait, le visage impénétrable, un dossier ouvert devant lui. « Alors » demanda Philippe sans préambule. Lemaire enleva ses lunettes, les essuya méticuleusement, puis fixa Philippe avec une intensité troublante. « Je ne comprends pas, dit-il finalement. Les résultats montrent une stabilisation de la tumeur. Certains marqueurs se sont même améliorés. C'est inhabituel. » Philippe ne put retenir un sourire. Inhabituel, mais pas impossible. Titan. En médecine, nous voyons parfois des cas qui défient les statistiques, des rémissions spontanées, des réactions inattendues, mais je ne voudrais pas vous donner de faux espoirs. Je ne vous demande pas d'espoir, professeur. Je vous demande du temps. Le maire hocha lentement la tête. Le traitement expérimental dont nous avions parlé, il pourrait être plus efficace que prévu, compte tenu de cette évolution inattendue. Quand pouvons-nous commencer? Dès demain, si vous le souhaitez, mais je dois vous prévenir, c'est un protocole exigeant. Effets secondaires importants, hospitalisation régulière. Philippe réfléchit à ce que cela impliquerait pour Manon, pour leur quotidien à peine établi. Mais n'était-ce pas justement pour préserver ce quotidien qu'il faisait tout cela? « Je suis prêt », affirma-t-il. En quittant l'hôpital, Philippe éprouva un sentiment étrange, mélange d'espoir et d'incrédulité. Il n'était pas naïf au point de croire en une guérison miraculeuse, mais cette amélioration inattendue lui offrait une perspective nouvelle. Du temps avec Manon. La voiture le déposa devant l'immeuble de Madame Leroy, une femme discrète qui vivait dans un quartier tranquille du 15e arrondissement. Philippe avait longtemps ignoré où habitait sa gouvernante, considérant que sa vie privée ne le concernait pas. Mais les choses avaient changé. Il sonna, le cœur battant comme un adolescent. Des bruits de pas précipités se firent entendre, puis la porte s'ouvrit sur Manon, dont le visage s'illumina instantanément. « Philippe !» Elle se jeta dans ses bras avec un abandon qui le bouleversa. Derrière elle, Madame Leroy observait la scène avec un sourire indulgent. « Elle a été parfaite », commenta la gouvernante. « Nous avons fait des cookies, et elle m'a aidé à ranger ma bibliothèque. Cette petite a un sens de l'ordre remarquable. » Philippe remarqua que Madame Leroy, d'ordinaire si formelle, avait défait son éternel chignon et portait un tablier fleuri. Manon semblait avoir cet effet sur tous ceux qu'elle côtoyait. Elle leur rendait leur humanité. Sur le chemin du retour, Manon babilla joyeusement, racontant sa journée avec un enthousiasme contagieux. Philippe l'écoutait, savourant chaque mot, chaque rire. « Et demain, on fait quoi ?» demanda-t-elle finalement. Philippe inspira profondément. « Demain, je dois retourner à l'hôpital, pour un traitement. » Le visage de Manon s'assombrit immédiatement. « Tu vas partir longtemps ?»« Non, ma puce, quelques heures seulement, et ce sera régulier pendant un moment, pour que je puisse guérir. » Guérir. Les yeux de Manon s'agrandirent. « Tu peux guérir. » Philippe sourit, touché par l'espoir dans sa voix. « Les médecins pensent que c'est possible. Rien n'est sûr, mais il y a de l'espoir. » Ce soir-là, pour la première fois, ce fut Manon qui insista pour lui lire une histoire. Avec application, trébuchant parfois sur les mots difficiles, elle lui raconta les aventures du petit prince. Philippe ferma les yeux, se laissant bercer par cette voix enfantine qui récitait les paroles sages de Saint-Exupéry. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Jamais ces mots ne lui avaient paru aussi vrais. Les semaines suivantes s'organisèrent autour du traitement de Philippe. 3 jours par semaine, il se rendait à l'hôpital pour de longues séances où un cocktail de médicaments expérimentaux lui était administré. Les effets secondaires étaient violents, nausées, fatigue extrême, migraine, mais il les supportait avec une détermination nouvelle.
Manon, de son côté, avait commencé à fréquenter l'école privée que Philippe avait choisie. Grâce à l'intervention de Maître Martin et à quelques arrangements coûteux, elle avait été admise malgré l'absence de documents officiels complets. Une histoire avait été élaborée, elle était présentée comme la filleule de Philippe, temporairement sous sa garde en raison de circonstances familiales complexes. L'adaptation de Manon au système scolaire fut plus facile que prévu. Malgré ses lacunes, elle montrait une intelligence vive et une soif d'apprendre qui impressionnait ses enseignants. Chaque soir, elle rentrait avec de nouvelles connaissances qu'elle s'empressait de partager avec Philippe. « Aujourd'hui, on a appris les fractions », annonçait-elle fièrement. Ou bien, « La maîtresse dit que j'écris très bien pour quelqu'un qui n'est pas allé beaucoup à l'école avant. » Ces petites victoires quotidiennes étaient pour Philippe une source de joie immense. Il assistait, émerveillé à l'épanouissement de cet enfant qui, quelques semaines plus tôt, errait seul dans les rues de Paris. Un samedi matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner, Manon lui posa une question qui le prit au dépourvu. « Est-ce que je peux t'appeler papa ?» La tasse de café s'immobilisa à mi-chemin de ses lèvres. Une vague d'émotion le submergea, si puissante qu'il dut faire un effort pour ne pas laisser les larmes couler. « Tu le voudrais vraiment ?» Manon hocha la tête, soudain timide. « Oui, parce que c'est ce que tu es maintenant, non, c'est mon papa. » Philippe contourna la table et la serra dans ses bras, incapable de parler. Ce mot « papa » résonnait en lui comme la plus belle des musiques. Ce même jour, il reçut la visite de Maître Martin. L'avocat apportait des nouvelles concernant la situation légale de Manon. « J'ai retrouvé sa trace dans les registres de l'état civil », expliqua-t-il, tandis que Manon jouait dans sa chambre. Manon Legrand, née le 3 mai 2016 à Nantes. Mère décédée il y a 2 ans. Père inconnu, selon l'acte de naissance. Et cette tante dont elle parle? Sylvie Descamps, sœur de la mère. Elle a effectivement reçu une compensation suite au décès de sa sœur. Un accident? De travail, semble-t-il. Philippe fronça les sourcils. Quel rapport avec moi? Je ne comprends pas. Maître Martin consulta ses notes. L'accident s'est produit sur un chantier appartenant à Duchamp Immobilier. Plus précisément, la rénovation de l'immeuble Haussmann, rue de Rivoli. Philippe sentit un frisson le parcourir. Un de ces chantiers. Une employée d'une entreprise sous-traitante, probablement. Il y avait eu plusieurs accidents ces dernières années, malgré les mesures de sécurité imposées. Des dossiers gérés par son service juridique, des compensations versées, des statistiques, des cas, jusqu'à maintenant. La mère de Bus, Manon travaillait pour moi, murmura-t-il, abasourdi par cette coïncidence. Indirectement, oui, elle était femme de ménage pour l'entreprise de nettoyage que vous sous-traitez. Un échafaudage mal sécurisé. Assez, l'interrompit Philippe, incapable d'en entendre davantage. Qu'en est-il de nos démarches pour la garde? C'est là que ça se complique. Techniquement, la tante reste la tutrice légale. Elle a signalé la disparition de Manon il y a plusieurs mois. Si nous nous manifestons maintenant, elle la récupérera, compléta Philippe, sentant une angoisse glacée l'envahir. Pas nécessairement. Nous pouvons contester sa capacité à s'occuper de l'enfant. Les services sociaux feront une enquête. Avec votre influence, faites le nécessaire, ordonna Philippe. Quoi qu'il en coûte, cet enfant ne retournera pas chez cette femme. Cette nuit-là, Philippe eut du mal à trouver le sommeil. Le lien inattendu entre lui et Manon, ce terrible accident qui avait coûté la vie à sa mère, lui semblait à la fois une tragique ironie du sort et une forme de justice poétique. Comme si la vie lui offrait une chance de réparer, d'une certaine façon, le mal qui avait été fait. Il se leva et se rendit silencieusement jusqu'à la chambre de Manon. La petite fille dormait paisiblement, serrant contre elle la peluche qu'il lui avait offerte lors de leur sortie au parc d'attractions. Philippe resta là debout dans l'obscurité, à contempler ce petit être qui avait bouleversé son existence. « Je te protégerai, » murmura-t-il, « quoi qu'il arrive. » L'automne, parisien déployait ses couleurs flamboyantes sur les jardins des Tuileries, où Philippe et Manon se promenaient, main dans la main. 3 mois s'étaient écoulés depuis leur rencontre fortuite à Belleville, 3 mois qui avaient transformé leur vie respective de façon radicale. Le traitement expérimental semblait porter ses fruits. Lors de sa dernière visite, le professeur Lemaire avait parlé d'une régression significative de la tumeur, terme médical qui,
traduit en langage courant, signifiait un espoir que Philippe n'osait encore embrasser pleinement. « Papa, regarde !» s'écria Manon en pointant du doigt un écureuil qui traversait l'allée en bondissant. Ce mot « papa » résonnait encore comme une mélodie nouvelle aux oreilles de Philippe. Il ne s'en lassait pas. La petite fille avait changé. Elle, aussi. Ses joues s'étaient arrondies. Ses yeux avaient perdu cette méfiance permanente qui les habitait auparavant. À l'école, elle rattrapait son retard à une vitesse qui émerveillait ses professeurs. Même physiquement, elle semblait avoir grandi de plusieurs centimètres, comme si son corps, enfin nourri et en sécurité, rattrapait le temps perdu. Ils s'assirent sur un banc face au grand bassin, savourant les derniers rayons d'un soleil automnal étonnamment généreux. « J'aime cet endroit », déclara Manon en balançant ses jambes. « Moi aussi », répondit Philippe, réalisant qu'il redécouvrait Paris à travers les yeux de l'enfant. Des lieux qu'il avait traversés 1000 fois sans les voir lui apparaissaient désormais dans toute leur splendeur. Leur moment de quiétude fut interrompu par la sonnerie du téléphone de Philippe. Le nom de Maître Martin s'affichait sur l'écran. « Je dois prendre cet appel », dit-il à Manon. « Reste ici, je reviens tout de suite. » Il s'éloigna de quelques pas et décrocha, le cœur battant. Son avocat ne l'appelait jamais le week-end sans raison impérieuse. « Monsieur Duchamp, nous avons un problème », annonça Martin sans préambule. Philippe sentit une vague d'angoisse le submerger. « Quel genre de problème ?»« Sylvie. Descamps. La tante de Manon. Elle s'est présentée à mon cabinet hier soir après avoir apparemment fait le tour des hôpitaux et écoles privées de la capitale. Elle sait que Manon est avec vous. Comment est-ce possible ? Une infirmière de Saint-Antoine, probablement. Vous avez mentionné Manon lors d'une consultation et cette Descamps a dû faire du porte-à-porte, montrant des photos. » Philippe se tourna instinctivement vers le banc où Manon était assise, contemplant les voiliers miniatures que des enfants faisaient naviguer sur le bassin. Que veut-elle ? Ce que vous pensez. Récupérer sa nièce. Et accessoirement, vous menacez d'un procès pour enlèvement d'enfants si vous ne coopérez pas. C'est absurde. Cette femme maltraitait Manon. Des allégations qu'il faudra prouver, monsieur Duchamp. Pour l'instant, légalement, elle est la tutrice. Désignée. Philippe sentit la colère monter en lui, une colère froide et calculatrice qu'il connaissait bien, celle qui l'avait aidé à bâtir son empire commercial, à écraser ses concurrents sans état d'âme. Trouvez-moi tout ce que vous pouvez. Sur cette femme, tout. Ses finances, ses fréquentations, ses habitudes. Je veux savoir ce qu'elle mange au petit déjeuner et avec qui elle dort la nuit. Monsieur Duchamp, je comprends votre inquiétude, mais nous devons rester dans la légalité. Faites ce que je vous dis, Martin, et contactez également les services sociaux. Je veux une évaluation complète de cette femme avant qu'elle ne puisse approcher Manon. Il raccrocha, le souffle court, et rejoignit Manon, qui n'avait pas bougé du banc. « Tout va bien, papa ?» demanda-t-elle, percevant son trouble malgré ses efforts pour le dissimuler. « Tout va bien, ma puce. Un petit souci de travail, rien d'important. » Le mensonge lui brûlait les lèvres, mais il ne voulait pas gâcher leur journée ni effrayer Manon inutilement. Il lui faudrait pourtant aborder le sujet, et bientôt. Si cette Sylvie Descamps était déterminée à retrouver Manon, elle se n'abandonnerait pas facilement. Ce soir-là, après avoir bordé Manon et lui avoir lu son histoire habituelle, Philippe s'enferma dans son bureau et appela Victor Lambert, un ancien inspecteur de police reconverti en détective privé qui lui avait rendu quelques services par le passé. « J'ai besoin d'informations sur une femme », expliqua-t-il après les salutations d'usage. « Sylvie Descamps, résidant probablement à Nantes ou dans les environs. Tout ce que vous pourrez trouver. » « Quel genre d'informations vous intéresse particulièrement ?» demanda Lambert. « De sa voix rauque de fumeur. Tout ce qui pourrait la discréditer. Des problèmes financiers, des addictions, des comportements répréhensibles. Je comprends. C'est personnel ou professionnel ?» Philippe hésita. « Personnel, très personnel. Je m'en occupe dès demain matin. » Le lendemain, Philippe accompagna Manon à l'école comme d'habitude, mais avec une vigilance accrue. Il scruta les alentours à l'affût d'une présence suspecte, d'un visage inconnu qui observerait l'enfant avec trop d'insistance. « Tu es bizarre aujourd'hui », remarqua Manon alors qu'ils approchèrent du portail de l'établissement. Philippe s'efforça de sourire. « Je suis juste un peu fatigué. C'est à cause de ton traitement. Oui, c'est ça.
Mais ne t'inquiète pas, tout va bien. Il confia Manon à son institutrice, Madame Belmont, une femme bienveillante qui avait pris l'enfant sous son aile depuis son arrivée. « Madame Belmont, puis-je vous parler un instant ?» demanda-t-il, alors que Manon rejoignait ses camarades dans la « Carapa ». L'institutrice acquiesça et l'invita à s'écarter légèrement. « Je tenais à vous prévenir », commença Philippe, choisissant soigneusement ses mots. « La situation familiale de Manon est complexe. Il est possible qu'une femme, se présentant comme sa tante, essaie de la contacter, voire de l'emmener. » Madame Belmont fronça les sourcils. « Je vois. Dois-je prévenir la direction ? » « S'il vous plaît, et assurez-vous que personne, absolument personne, ne puisse approcher Manon sans mon autorisation expresse. » De retour chez lui, Philippe trouva Madame Leroy en train de faire la poussière dans le salon, avec une énergie qui trahissait son inquiétude. « Qu'y a-t-il, Madame Leroy ?» La gouvernante sursauta. « Monsieur, je ne vous avais pas entendu rentrer. Quelque chose vous tracasse ?» Elle hésita, puis se redressa, lissant son tablier d'un geste nerveux. « Une femme est venue ce matin, peu après votre départ. Elle demandait à vous voir. Quand je lui ai dit que vous étiez absent, elle a insisté pour savoir si la petite était là. » Philippe sentit son sang se glacer. Comment était-elle? Dans la quarantaine, blonde, très maquillée, habillée avec, comment dire, peu de goût mais des vêtements visiblement coûteux. Elle avait un accent provincial. Que lui avez-vous dit? Rien du tout, monsieur, s'offusqua Madame Leroy. Je lui ai simplement répondu que je ne donnais aucune information sur les habitants de cette maison, et que si elle souhaitait vous rencontrer, elle devait prendre rendez-vous par les canaux appropriés. Philippe posa une main reconnaissante sur l'épaule de sa gouvernante. « Vous avez bien fait, Madame Leroy. Si cette femme revient, appelez-moi immédiatement, et n'ouvrez sous aucun prétexte. » La situation devenait critique. Cette Sylvie. Descamps semblait déterminée, et elle savait désormais où ils habitaient. Philippe appela aussitôt Victor Lambert pour le mettre au courant, puis Maître Martin pour accélérer les démarches légales. L'après-midi même, il se rendit à l'école de Manon avec une demi-heure d'avance, stationné dans sa voiture à distance suffisante pour observer sans être vu. Son intuition fut confirmée quand il aperçut une femme correspondant à la description de Madame Leroy, postée près de l'entrée, scrutant anxieusement chaque enfant qui sortait. Philippe saisit son téléphone et appela le directeur de l'établissement. « Monsieur Moreau, c'est Philippe Duchamp. J'ai une faveur à vous demander. Pourriez-vous faire sortir Manon par l'entrée arrière? Je l'y attendrai. » 10 minutes plus tard, il retrouvait Manon dans une ruelle tranquille derrière l'école. La petite fille, surprise par ce changement de routine, le questionna du regard. « Petit jeu d'espion, » expliqua-t-il avec un clin d'œil forcé. « On prend un chemin secret aujourd'hui. » Sur le trajet du retour, il décida qu'il ne pouvait plus repousser la conversation difficile qui les attendait. « Manon, il faut que je te parle de quelque chose d'important. » Elle leva vers lui des yeux soudain inquiets. « Tu es encore plus malade ?»« Non, non, ce n'est pas ça. » Il prit une profonde inspiration. « C'est à propos de ta tante, Sylvie. » Le visage de Manon se ferma instantanément. Ses épaules se voûtèrent, comme si elle cherchait à se faire plus petite, moins visible. « Elle te cherche. » Poursuivit doucement Philippe. « Elle est venue à la maison aujourd'hui, et elle était aussi devant l'école. »« Je ne veux pas la voir, » murmura Manon, la voix tremblante. « Je ne veux pas retourner avec elle. S'il te plaît, papa, ne la laisse pas me prendre. » La détresse dans sa voix brisa le cœur de Philippe. Il se gara sur le côté de la route et se tourna vers elle. « Regarde-moi, Manon. Je ne laisserai personne te prendre. Tu m'entends? Personne. Mais elle est ma tante, et toi, tu n'es pas... »« Je suis ton père, » affirma Philippe, avec une conviction qui le surprit lui-même. « Peut-être pas par le sang, mais par tout le reste, et je te promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que nous restions ensemble. » Cette nuit-là, Manon insista pour dormir dans la chambre de Philippe. Il installa un matelas près de son lit et resta éveillé longtemps après que la respiration de l'enfant soit devenue régulière, guettant le moindre bruit suspect dans l'appartement. Le lendemain matin, Victor Lambert l'appela, alors qu'il préparait le petit déjeuner. « J'ai des informations sur votre Sylvie Descamps. » annonça le détective, « et elles sont intéressantes. » « Je vous écoute. » « Elle a reçu une compensation substantielle suite au décès de sa sœur. Un accident sur l'un de vos chantiers, apparemment. Mais l'argent a disparu en quelques mois.
Jeu, achat compulsif, crédit à la consommation. Elle est actuellement en situation de surendettement. Et Manon, comment a-t-elle été traitée? J'ai parlé aux voisins. La petite était souvent laissée seule, parfois des journées entières. Mal nourrie, mal habillée. Il y a eu des signalements aux services sociaux, mais rien n'a jamais abouti. Philippe serra le poing. Autre chose? Oui, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Sylvie Descamps a été impliquée dans une affaire louche il y a quelques années. Rien de prouvé, mais des soupçons de trafic d'enfants vers l'Europe de l'Est. Elle servait d'intermédiaire, utilisant son travail d'assistante dans une agence de voyage pour faciliter les déplacements. L'enquête a été abandonnée faute de preuves concrètes. Un frisson d'horreur parcourut l'échine de Philippe. Vous pensez qu'elle pourrait? Je ne pense rien, monsieur Duchamp. Je vous rapporte simplement les faits. Mais si j'étais à votre place, je ne laisserais pas cette femme approcher un enfant dont j'ai la charge. Envoyez-moi tout ce que vous avez. Tout. Je veux des preuves solides à présenter devant un tribunal s'il le faut. En raccrochant, Philippe regarda Manon qui dessinait tranquillement à la table de la cuisine, inconsciente de la tempête qui se préparait. Une pensée terrifiante le traversa, et si Sylvie Descamps n'avait jamais eu l'intention de s'occuper réellement de Manon, et si l'enfant n'était pour elle qu'une source potentielle de revenus à exploiter de la pire des manières, cette hypothèse rendait sa détermination encore plus féroce. Il protégerait Manon, quoi qu'il en coûte. L'inévitable confrontation eut lieu 3 jours plus tard. Philippe rentrait de l'hôpital après une séance de traitement particulièrement éprouvante, Manon à ses côtés. La petite fille, lui, avait tenu compagnie, assise sagement dans un coin de la chambre avec ses livres et ses cahiers, levant régulièrement les yeux pour s'assurer qu'il allait bien. Ils venèrent de franchir le seuil de l'immeuble quand une voix les interpella. « Manon, ma chérie !» La petite fille se figea, sa main serrant convulsivement celle de Philippe. Il sentit un tremblement parcourir le corps de l'enfant, une peur viscérale qui confirma toutes ses craintes. Une femme s'avançait vers eux, exactement comme Madame Leroy l'avait décrite. Blonde, trop maquillée, vêtue avec une élégance tapageuse qui jurait dans ce quartier distingué. « Manon, viens voir ta tante Sylvie, comme tu m'as manqué. » Philippe fit instinctivement un pas en avant, plaçant son corps entre Manon et la femme. « T'as Madame Descamps, je présume. » Elle le toisa avec un mélange d'arrogance et de calcul. « Et vous êtes l'homme qui a kidnappé ma nièce. » « Je n'ai kidnappé personne. J'ai recueilli une enfant abandonnée, que vous aviez manifestement négligée. » Le visage de Sylvie se durcit. « Des accusations graves, monsieur. J'ai la garde légale de cet enfant, vous n'avez aucun droit sur elle. » « Les droits se méritent, Madame Descamps, et vous avez perdu les vôtres en maltraitant cette petite fille. » Sylvie fit un pas de côté, cherchant à apercevoir Manon qui se cachait derrière Philippe. « Manon, ma chérie, dis à ce monsieur que tu veux rentrer à la maison avec ta tante. Dis-lui combien tu m'aimes. » La voix de Manon, quand elle répondit, était à peine audible, mais d'une fermeté surprenante. « Je ne t'aime pas. Tu es méchante. » Le visage de Sylvie se déforma sous l'effet de la colère. « Espèce de petite ingrate, après tout ce que j'ai fait pour toi. » Elle fit un mouvement brusque vers Manon, mais Philippe l'arrêta d'un geste autoritaire. « Ça suffit. Partez maintenant, ou j'appelle la police. »« La police !» Sylvie eut un rire mauvais. « Mais appelez-la, je vous en prie. Expliquez-leur comment vous avez enlevé une enfant à sa tutrice légale. Je suis sûr qu'ils seront très intéressés. » Philippe sourit froidement. « Peut-être seront-ils également intéressés par vos activités parallèles, Madame Descamps, vos problèmes financiers, vos anciennes fréquentations à l'agence de voyage, certaines enquêtes non résolues. » Le visage de la femme pâlit sous son maquillage. « De quoi parlez-vous? Vous le savez très bien, maintenant partez. Mon avocat vous contactera. Nous réglerons cela devant un tribunal si nécessaire. » Sylvie recula d'un pas, désarçonnée par cette résistance inattendue. Elle avait probablement imaginé qu'un homme riche comme Philippe préférerait éviter le scandale, peut-être même acheter son silence. « Ce n'est pas fini, » cracha-t-elle avant de tourner les talons. « Cette gamine m'appartient. » C'est à créer. Dernier mot, prononcé avec une possessivité malsaine, confirmèrent à Philippe qu'il avait vu juste. Manon n'était pour cette femme qu'une propriété, une source potentielle de revenus. Il entraîna Manon à l'intérieur du bâtiment, la porta presque jusqu'à l'ascenseur. La petite fille tremblait toujours, mais ses yeux étaient secs. « First hell can put Pemme. »« Reprendre, hein » demanda-t-elle une fois dans l'appartement. «
Non, ma puce, je te l'ai promis. Le soir même, Philippe convoqua Maître Martin en urgence. L'avocat arriva avec une épaisse serviette en cuir sous le bras et une expression préoccupée. « La situation est délicate », expliqua-t-il après que Manon se fut endormie. « Légalement, Madame Descamps a l'avantage. Elle est la tutrice désignée après le décès de la mère. Vous, en revanche, n'avez aucun lien de parenté avec l'enfant. »« Je le sais bien, » répondit Philippe avec impatience. « La question est, comment renverser la situation ?» Maître Martin sortit plusieurs documents de sa serviette. « J'ai travaillé sur plusieurs angles. D'abord, les témoignages de négligence et de maltraitance. J'ai contacté les voisins de Madame Descamps à Nantes, ainsi que l'école où Manon était inscrite, mais qu'elle fréquentait rarement. Les déclarations sont accablantes. » Il poussa vers Philippe un dossier rempli de témoignages signés. Ensuite, il y a la question de ses finances. Elle a dilapidé en quelques mois la compensation versée suite au décès de sa sœur, compensation qui aurait dû, en toute logique, servir en partie au bien-être de Manon. Nous pouvons démontrer qu'elle est en situation de surendettement, qu'incapable de subvenir aux besoins de l'enfant. Un second dossier rejoignit le premier. Enfin, et c'est peut-être l'élément le plus troublant, les soupçons concernant son implication dans un réseau de trafic d'enfants. Rien n'a été prouvé à l'époque, mais j'ai retrouvé le dossier de l'enquête. Il y a des éléments perturbants. Philippe parcourut rapidement les documents, sentant sa colère monter à chaque page. Comment cette femme a-t-elle pu obtenir la garde de Manon avec un tel passif? Les services sociaux sont débordés, et Madame Descamps a su se montrer convaincante, j'imagine. C'était la solution la plus simple. Confier l'enfant à un membre de sa famille. Alors nous allons prouver qu'elle est indigne de cette confiance. Maître Martin hocha la tête, mais son expression restait soucieuse. Il y a autre chose que vous devriez voir, quelque chose que j'ai trouvé dans les archives de l'enquête sur l'accident qui a coûté la vie à la mère de Manon. Il sortit une enveloppe jaunie de sa serviette et la tendit à Philippe. Les effets personnels de Marie Legrand, la mère de Manon. Ils ont été conservés comme preuve, puis archivés. Personne ne les a jamais réclamés. Philippe ouvrit l'enveloppe avec précaution. Elle contenait quelques bijoux sans grande valeur, un portefeuille usé, des photos. Manon plus jeune, souriante dans les bras d'une femme aux traits similaires, et une lettre manuscrite pliée en 4. Intrigué, Philippe déplia la lettre. Elle était adressée à Manon et datée de quelques semaines avant l'accident. « Ma petite étoile », commençait-elle. Philippe lut silencieusement, le cœur serré par l'émotion. Marie Legrand écrivait à sa fille, comme si elle pressentait qu'elle ne serait peut-être pas toujours là pour la guider. Elle lui parlait de courage, d'amour, d'espoir. Elle lui promettait que, quoi qu'il arrive, elle veillerait toujours sur elle. Et elle exprimait un souhait, que Manon trouve un jour quelqu'un qui l'aimerait comme elle-même l'aimait, qui verrait en elle la merveille qu'elle était. À la fin de la lettre, une phrase frappa particulièrement Philippe. « Et si un jour, un ange gardien apparaît dans ta vie, n'aie pas peur de lui faire confiance. L'amour véritable se reconnaît à ce qu'il ne demande rien en échange. » Une larme coula sur la joue de Philippe, qu'il essuya d'un geste impatient. Cette lettre semblait presque prophétique, comme si Marie Legrand avait, d'une certaine façon, prévu la rencontre entre sa fille et lui. « Cette lettre, » murmura-t-il, « elle pourrait faire la différence devant un tribunal. » Maître Martin acquiesça. « Avec tout ce que nous avons rassemblé, nous avons de bonnes chances. Mais il faut agir vite. Madame Descamps ne va pas rester inactive. » L'avocat avait raison. Dès le lendemain, 2 policiers se présentèrent à l'appartement de Philippe, accompagnés de Sylvie Descamps, qui arborait un sourire triomphant. « Monsieur Duchamp, » demanda l'un des agents, « nous avons reçu une plainte pour enlèvement d'enfants. » Philippe resta parfaitement calme. « Je vous attendais, messieurs, mon avocat également. » Maître Martin, prévenu à l'avance, était déjà présent. Il s'avança, serviette en main. « Messieurs les agents, ma cliente Madame Descamps affirme que sa nièce a été enlevée par Monsieur Duchamp, ce qui est faux. La petite Manon Legrand était en situation d'abandon lorsque mon client l'a recueillie. Nous avons ici tous les documents nécessaires pour prouver que Madame Descamps est indigne de la garde qui lui a été confiée. » Les policiers, visiblement mal à l'aise devant ce conflit qui dépassait leurs attributions habituelles, examinèrent les documents que leur tendait Maître Martin. « Ceci relève de la justice familiale »,
déclara finalement l'un d'eux. Nous ne pouvons pas trancher ce genre de litige. Mais l'enfant doit retourner avec moi, s'écria Sylvie. Je suis sa tutrice légale. Madame, car intervint le second policier avec fermeté. Compte tenu des éléments qui nous sont présentés, notamment les témoignages de maltraitance, nous ne pouvons pas vous remettre l'enfant sans décision d'un juge. Le visage de Sylvie se décomposa. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est ma nièce, j'ai des droits. Vous avez surtout des devoirs, Madame Descamps, répliqua froidement Philippe. Des devoirs que vous avez négligés. Les policiers, après avoir pris note de la situation, conseillèrent aux deux parties de s'adresser au juge des affaires familiales dans les plus brefs délais. Ils repartirent, laissant une Sylvie Descamps furieuse qui promit à Philippe qu'il regretterait son intervention. À peine les policiers partis, Philippe appela le professeur Lemaire. Il lui expliqua la situation en quelques mots et demanda si le médecin accepterait de témoigner sur l'évolution positive de sa santé et sur le lien qu'il avait observé entre cette amélioration et la présence de Manon dans sa vie. « Ce n'est pas très orthodoxe, » hésita le professeur. « Il s'agit du bien-être d'une enfant, » insista Philippe. « Une enfant qui a transformé ma vie, qui m'a peut-être même sauvé. » Après un silence, Lemaire accepta. « Je témoignerai de ce que j'ai observé médicalement. Votre état s'est effectivement amélioré de façon inattendue depuis que cette petite fille est entrée dans votre vie. Je ne peux pas l'expliquer scientifiquement, mais je ne peux pas non plus le nier. » L'audience fut fixée rapidement, grâce à l'influence de Maître Martin et à la gravité de la situation. Pendant les jours qui précédèrent, Philippe redoubla de vigilance. Manon n'allait plus à l'école. Le risque que Sylvie tente de l'enlever était trop grand. Une enseignante privée venait à domicile et Madame Leroy ne quittait pas l'enfant, d'une semelle quand Philippe devait s'absenter pour son traitement. La veille de l'audience, alors qu'il bordait Manon, la petite fille lui posa une question qui le prit au dépourvu. « Si le juge dit que je dois retourner avec tante Sylvie, est-ce que je te reverrai un jour ?» Philippe sentit son cœur se serrer. « Cela n'arrivera pas, Manon. » « Mais si ça arrive quand même ?» Il s'assit sur le bord du lit et prit les petites mains de l'enfant dans les siennes. « Alors je remuerai ciel et terre pour te retrouver. Je n'abandonnerai jamais, tu m'entends, jamais. » Manon hocha la tête, rassurée. « Moi non plus, je n'abandonnerai jamais. » Cette promesse mutuelle scella quelque chose entre eux, un lien qui dépassait les définitions conventionnelles de la famille. Le jour de l'audience, Philippe se présenta au tribunal avec Manon, Maître Martin et tous les témoins qu'ils avaient pu rassembler. Le professeur Lemaire, Madame Leroy, l'institutrice de Manon, plusieurs voisins de Sylvie Descamps qui avaient fait le déplacement depuis Nantes et même un ancien collègue de l'agence de voyage qui acceptait enfin de parler des activités suspectes de Sylvie. De son côté, Sylvie n'avait qu'un avocat commis d'office et quelques documents prouvant sa tutelle légale. Son assurance s'était considérablement érodée face à l'arsenal déployé par Philippe. L'audience commença. Manon attendait dans une salle adjacente sous la surveillance bienveillante de Madame Leroy. Philippe se sentait étrangement calme. Il avait fait tout ce qui était en son pouvoir. Le reste était entre les mains de la justice. Et pour la première fois depuis longtemps, il osa espérer que cette justice serait vraiment juste. La salle d'audience était imprégnée de cette solennité particulière, au lieu où se jouaient les destins humains. Philippe, assis au premier rang à côté de Maître Martin, observait la juge des affaires familiales, Madame Fournier, une femme d'une cinquantaine d'années, au regard vif et attentif. Sylvie Descamps, installée de l'autre côté de la salle, lançait régulièrement des regards noirs dans sa direction. Son avocat commis d'office semblait dépassé par l'ampleur de la tâche, feuilletant frénétiquement ses notes comme s'il découvrait le dossier à l'instant même. L'audience débuta par l'exposé des faits. Maître Martin présenta la situation avec clarté et précision. Comment Philippe avait trouvé Manon abandonnée et livrée à elle-même dans les rues de Paris, comment il l'avait recueillie, nourrie, logée, inscrite à l'école. Comment, progressivement, s'était tissé entre eux un lien comparable à celui unissant un père et sa fille. L'avocat de Sylvie, quand vint son tour, insista sur les droits légaux de sa cliente en tant que tutrice désignée après le décès de la mère de Manon. Il minimisa les accusations de négligence, les qualifiant de témoignages subjectifs impossibles à vérifier. Puis vinrent les témoins. Un à un,
Ils dépeignirent un tableau accablant pour Sylvie Descamps. Les voisins décrivirent une enfant souvent seule, mal nourrie, parfois entendue pleurant pendant des heures sans qu'aucun adulte n'intervienne. L'institutrice de l'école de Nantes parla d'une petite fille qui venait rarement en classe, et toujours dans un état de fatigue et de négligence inquiétant. À l'inverse, l'institutrice actuelle de Manon témoigna de ses progrès spectaculaires, de son épanouissement visible depuis qu'elle vivait avec Philippe. Le moment le plus poignant fut sans doute le témoignage du professeur Lemaire. Le médecin, avec la rigueur scientifique qui le caractérisait, expliqua l'évolution médicale surprenante de Philippe depuis l'arrivée de Manon dans sa vie. « Je ne peux pas l'expliquer d'un point de vue purement médical, admit-il, mais les faits sont là. La tumeur, qui était en progression constante, s'est stabilisée puis a commencé à régresser. Les marqueurs sanguins se sont améliorés. L'état général de M. Duchamp a connu un revirement que je peux qualifier, sans exagération, de remarquable. « Et vous attribuez cette amélioration à la présence de l'enfant » demanda la juge. « Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais la corrélation temporelle est frappante, et nous savons que l'état psychologique d'un patient peut influencer significativement sa réponse au traitement. » L'ancien collègue de Sylvie à l'agence de voyage témoigna ensuite décrivant des comportements suspects, des transactions inhabituelles, des voyages organisés pour des enfants vers des destinations connues pour leur laxisme en matière de protection de l'enfance. À mesure que les témoignages s'enchaînaient, Sylvie Descamps semblait se ratatiner sur son siège. Son avocat tentait bien de discréditer certains témoins, de contester certaines affirmations, mais ses efforts paraissaient de plus en plus vains. Vint le moment que Philippe redoutait le plus, l'audition de Manon par la juge. La petite fille fut introduite dans la salle, visiblement intimidée par ce cadre imposant. Son regard chercha immédiatement celui de Philippe, qui lui adressa un sourire d'encouragement. La juge, avec une douceur qui contrastait avec la rigueur dont elle avait fait preuve jusqu'alors, invita Manon à s'approcher. « Bonjour Manon, n'aie pas peur. Je vais simplement te poser quelques questions pour mieux comprendre ta situation, d'accord ?» Manon hocha timidement la tête. « Tu vis actuellement avec M. Duchamp, c'est bien ça ?»« Oui, avec papa. » Ce simple mot, « papa », arracha un sourire à la juge et provoqua un hoquet de colère chez Sylvie Descamps. « Et avant, tu vivais avec ta tante Sylvie, n'est-ce pas ?» Manon jeta un regard effrayé vers sa tante avant de répondre d'une voix à peine audible. « Oui. Peux-tu me dire comment c'était chez ta tante ?» La petite fille hésita comme si elle cherchait les mots justes. « J'avais souvent faim et froid. Tante Sylvie n'était presque jamais là, et quand elle était là, elle criait beaucoup. Elle disait que j'étais un fardeau. »« Et maintenant, chez M. Duchamp ?» Pour la première fois depuis son entrée dans la salle, Manon sourit vraiment. « C'est bien, je vais à l'école tous les jours. J'ai ma chambre avec des livres et des jouets. On fait des promenades. Et papa me lit des histoires le soir. » « Tu es heureuse, Manon ?»« Oui, très heureuse. » La juge hocha la tête, puis posa la question décisive. « Si tu pouvais choisir avec qui vivre, que choisirais-tu » Sans hésitation, Manon répondit « Avec papa. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas chez tante Sylvie. Elle me fait peur. » Cette déclaration, prononcée avec une franchise enfantine bouleversante, semblait avoir marqué profondément la juge. Elle remercia Manon qui fut raccompagnée hors de la salle. Le dernier élément présenté par Maître Martin fut la lettre de Marie Legrand, la mère de Manon. La juge la lut attentivement, s'attardant particulièrement sur les dernières lignes où Marie exprimait son souhait que sa fille trouve un jour quelqu'un qui l'aimerait comme elle-même l'aimait. Après une courte suspension d'audience pendant laquelle Philippe arpenta nerveusement le couloir du tribunal, la juge rendit sa décision. Cette affaire, et commença-t-elle, soulève des questions fondamentales sur ce qui constitue le bien-être d'un enfant et sur la nature même de la famille. D'un côté, nous avons les liens du sang, représentés par Madame Descamps en tant que tante biologique de Manon. De l'autre, nous avons les liens affectifs qui se sont développés entre M. Duchamp et la petite fille. Elle marqua une pause, balayant l'assemblée du regard. Les témoignages entendus aujourd'hui dressent un tableau clair de la situation. Sous la garde de sa tante, Manon a connu négligence et insécurité. Depuis qu'elle vit avec M. Duchamp, elle s'épanouit, progresse
et se sent en sécurité. L'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit guider toute décision en matière de garde, plaide clairement en faveur de M. Duchamp. Philippe sentit son cœur s'accélérer. Était-ce possible? Allait-elle vraiment? Par conséquent, je décide de retirer la tutelle de Manon Legrand à Madame Sylvie Descamps et de l'accorder provisoirement à M. Philippe Duchamp dans l'attente d'une procédure d'adoption complète que M. Duchamp pourra initier s'il le souhaite. Un murmure parcourut l'assistance. Sylvie Descamps se leva brusquement, le visage déformé par la colère. « C'est inadmissible. Cet enfant m'appartient. J'ai des droits sur elle. » « Madame Descamps, » reprit sévèrement la juge, « votre réaction ne fait que confirmer ma décision. Un enfant n'appartient à personne, et vos droits s'accompagnent de devoirs que vous avez manifestement négligés. » Se tournant vers Philippe, elle ajouta « Monsieur Duchamp, félicitations. Je vous souhaite beaucoup de bonheur avec votre fille. » Philippe quitta la salle d'audience dans un état second, à peine conscient des félicitations de maître Martin et des autres témoins. Une seule pensée l'habitait. Il fallait annoncer la nouvelle à Manon. Il la trouva dans la salle d'attente, blottie contre Madame Leroy, qui lui lisait un livre pour la distraire. Quand elle l'aperçut, Manon se figea, scrutant son visage avec une intensité qui révélait toute son anxiété. « Manon, dit-il en s'agenouillant à sa hauteur, tu rentres à la maison, avec moi, pour toujours. » Le visage de la petite fille s'illumina comme un soleil après l'orage. Elle se jeta dans ses bras avec un cri de joie qui résonna dans tout le couloir. Philippe la souleva, la serrant contre lui, respirant son parfum d'enfant, savourant cet instant qui marquait le véritable début de leur vie ensemble. Les mois qui suivirent furent les plus heureux de la vie de Philippe. La procédure d'adoption, entamée dès le lendemain du jugement, avançait à grands pas grâce à l'efficacité de Maître Martin. Son état de santé continuait de s'améliorer, au point que le professeur Lemaire parlait désormais ouvertement de rémission. Philippe avait réduit considérablement son temps de travail, déléguant la gestion quotidienne de son entreprise à ses directeurs pour se consacrer à Manon. Ensemble, ils exploraient Paris comme des touristes, découvraient des musées, des parcs, des spectacles. Il l'inscrivit à des cours de musique quand elle manifesta un intérêt pour le piano et à des cours de natation qu'elle adorait. Leur appartement se transforma progressivement. Les œuvres d'art austères furent remplacées par des tableaux plus joyeux, souvent choisis par Manon elle-même lors de leur visite dans les galeries. La chambre de la petite fille, initialement décorée dans les tons bleus et verts qu'elle affectionnait, s'enrichit de souvenirs de leur sortie. Un coquillage ramassé à Deauville, une pierre brillante trouvée en forêt de Fontainebleau, un dessin offert par un artiste de rue à Montmartre. Un soir, alors qu'ils dînaient tranquillement, Manon posa une question qui prit Philippe au dépourvu. « Papa, est-ce que je peux t'appeler papa aussi à l'école? Les autres enfants ne comprennent pas pourquoi je t'appelle comme ça, alors que mon nom de famille est différent du tien. » Philippe sourit. « Bientôt, tu porteras mon nom, ma puce. L'adoption sera bientôt officielle. »« Je serai vraiment ta fille, alors? » ?»« Légalement, tu es déjà ma fille, Manon, dans mon cœur. Le reste, ce ne sont que des papiers. » Mais il comprenait l'importance de ces papiers pour une enfant qui avait vécu tant d'instabilité. La reconnaissance légale de leur lien représentait pour Manon une sécurité inestimable. Le jour où le jugement d'adoption fut enfin prononcé, ils organisèrent une petite fête dans leur appartement. Madame Leroy prépara un festin, le professeur Lemaire apporta du champagne, et Maître Martin offrit à Manon un magnifique livre illustré des contes d'Andersen. Philippe avait préparé une surprise spéciale. Quand tous les invités furent d'apartie et que Manon se préparait à aller se coucher, il lui tendit un petit paquet soigneusement emballé. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, les yeux brillants d'excitation. « Ouvre, tu verras. » À l'intérieur se trouvait un médaillon, en or délicat et ancien. Lorsque Manon l'ouvrit, elle découvrit d'un côté une photo d'elle-même, souriant largement, et de l'autre une photo de sa mère biologique, celle que Philippe avait trouvée parmi les effets personnels de Marie Legrand. « Pour que tu te souviennes toujours d'où tu viens, » expliqua doucement Philippe. « Ta mère t'aimait, Manon, et je suis sûr qu'elle serait heureuse de voir la merveilleuse petite fille que tu es devenue. » Manon contempla longuement le médaillon, caressant du bout des doigts le visage de sa mère qu'elle avait presque oublié. Puis elle leva les yeux vers Philippe, son nouveau père, celui qui l'avait sauvé de la rue, qui lui avait offert un foyer, une famille, un avenir. « Merci, papa.
murmura-t-elle en se blottissant contre lui. Cette nuit-là, Philippe resta longtemps éveillé, réfléchissant au chemin parcouru depuis ce jour fatidique où le professeur Lemaire lui avait annoncé sa maladie. Il avait alors cru que sa vie touchait à sa fin. En réalité, elle ne faisait que commencer. 1 an plus tard, Philippe publiait un livre relatant leur histoire, intitulé simplement « Manon ». Le récit, empreint d'émotion, mais sans sensationnalisme, touchait profondément les lecteurs. Dans la préface, Philippe écrivait « Parfois, la vie nous donne exactement ce dont nous avons besoin, au moment où nous croyons tout perdre. Pour moi, ce fut une petite fille aux yeux trop grands et au courage immense, qui m'a appris que la véritable richesse ne se mesure pas en biens matériels, mais en moments partagés. » Le livre connut un succès inattendu, mais Philippe refusa toutes les invitations à des émissions de télévision, toutes les demandes d'interview. Il ne voulait pas exposer Manon à la curiosité publique. Leur bonheur était leur jardin secret. Les droits d'auteur du livre furent intégralement versés à une fondation créée par Philippe pour venir en aide aux enfants en situation de précarité et à leurs familles. La Fondation Manon finançait des programmes éducatifs, des logements temporaires pour les familles en difficulté et des bourses d'études pour les enfants défavorisés. Un jour de printemps, alors qu'ils se promenaient au jardin du Luxembourg, devenu leur endroit préféré, Manon s'arrêta devant le bassin où, des années plus tôt, elle avait appris à manœuvrer un petit voilier. « Tu te souviens, papa ? C'était la première fois que je venais ici. »« Comment pourrais-je ? » ?»« Oublier ? Tu étais si concentré, si déterminé à faire naviguer ce bateau. » Manon sourit, contemplant les enfants qui, comme elle autrefois, s'affairaient autour du bassin. « Je crois que c'est ce jour-là que j'ai commencé à te faire confiance, vraiment confiance. » Philippe sentit son cœur se gonfler d'émotion. « Et moi, c'est ce jour-là que j'ai commencé à espérer, à croire que je pourrais peut-être voir grandir cette petite fille qui maniait un voilier avec tant de sérieux. » Ils restèrent là un long moment, savourant le soleil sur leurs visages, le bruissement des feuilles, les rires des enfants. La vie, dans toute sa simplicité et sa beauté. En rentrant chez eux, Philippe trouva dans la boîte aux lettres une enveloppe contenant les derniers résultats de ses examens médicaux. Le professeur Lemaire lui avait annoncé la semaine précédente qu'il considérait désormais sa rémission comme complète. Ces résultats ne feraient que confirmer ce miracle médical que la science peinait à expliquer, mais que Philippe, lui, comprenait parfaitement. « Tout va bien, papa ?» demanda Manon en voyant son expression pensive. Philippe glissa l'enveloppe dans sa poche sans l'ouvrir. Il connaissait déjà la vérité essentielle. Il avait reçu le plus précieux des cadeaux, une seconde chance, une nouvelle vie, un amour inconditionnel. « Tout va parfaitement bien, ma chérie, parfaitement bien. » Fin de l'histoire chère. Auditeurs, nous espérons que l'histoire de Philippe et Manon vous a touché autant qu'elle nous a émus en l'écrivant. Ce récit nous rappelle que parfois, les rencontres les plus improbables peuvent transformer nos vies de façon extraordinaire. Si vous avez apprécié cette histoire de rédemption et d'amour inconditionnel, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un j'aime à cette vidéo. Partagez également vos impressions dans les commentaires, votre histoire préférée ou un moment qui vous a particulièrement ému. Chaque jour, nous vous proposons de nouvelles histoires captivantes qui explorent la complexité des relations humaines. Pour découvrir notre collection d'histoires similaires, cliquez sur le lien à votre gauche. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle aventure émotionnelle.